Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Nathalie Perrin-Gilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à la culture de la ville de Lyon qui vote aujourd'hui son budget. Alors un budget, vous aviez promis qu'il serait sanctuarisé à 120 millions d'euros pendant le mandat. C'est le cas, ce budget reste à 120 millions d'euros pour cette année encore ? Tout à fait. Le budget à la culture représente le deuxième budget de la ville de Lyon. Après l'éducation, c'est le deuxième poste. Cela signifie un fort engagement de notre exécutif. Et en effet, le budget est sanctuarisé, ainsi que nous l'avions dit pendant... Il n'y aura pas d'augmentation comme auraient pu souhaiter d'autres candidats ou vous-même pendant la campagne. Écoutez, quand une ville comme la ville de Lyon consacre 120 millions déjà de son budget, je trouve que c'est un très bel effort. On verra au fur et à mesure de l'exercice. La question est aussi, je dirais, une bonne politique, des objectifs clairs, des vraies orientations, pas d'éparpillement. Donc on est en train de monter, de mener cette politique culturelle-là avec des beaux moyens que beaucoup de collectivités nous envient. Alors l'année dernière, vous aviez fait débattre en baissant la subvention de l'Opéra de Lyon de 500 000 euros, donc sur une subvention de 7,5 millions, mais vous dites 18 millions en comptant toutes les aides dont bénéficie l'Opéra. Cette année, on vote pour les Célestins 4 millions, pour l'Auditorium 9 millions. Il n'y a pas de baisse. Il n'y a pas de baisse et ces budgets-là, je dirais, complètent la forte aide de la ville, comme vous l'avez dit, sur 2020, sur 2021, pendant la période Covid. Et c'est grâce aux aides exceptionnelles de la ville que nos maisons, les Célestins ou l'Auditorium, sont aujourd'hui avec des comptes équilibrés. Si la ville n'avait pas été là, nous aurions des équipements en déficit. Donc la ville maintient son soutien fort à ces belles maisons. Donc vous arrêtez de jouer les Robins des Bois en prenant aux institutions riches, comme l'avait pointé Télérama l'année dernière. Ça, c'était une interprétation qui était faite. Mon souci à moi, mon objectif est de mener une bonne politique qui fasse sens et qui permette aux artistes de créer dans la ville et d'être diffusés également. Je continue sur ces axes-là. C'est ce que vous aviez annoncé, financer un peu moins les institutions pour financer plus la création et l'émergence. Le budget création et émergence était 1,8 million à votre arrivée. Vous aviez annoncé un objectif de 3 millions, bientôt 5 millions. Où est-ce qu'on en est ? On en est déjà à 2,3 millions, donc c'est-à-dire une forte augmentation en un an et demi, si on part de 1,8 million du démarrage. Donc en effet, nous sommes en train petit à petit de donner des moyens supplémentaires à la création et nous engageons aussi nos institutions à se rapprocher du secteur indépendant, qu'il soit associatif, privé, coopératif, pour mettre en place parfois des coproductions, pour accueillir des artistes en résidence dans leurs propres locaux. C'est aussi une manière de coopérer et de ne pas rester finalement chacun sur des prérogatives ou chacun de son côté et d'être plus dans un projet de politique publique commune. Ce qu'on entend en creux, c'est que dans les prochaines années, les institutions culturelles devront s'attendre à une baisse de leurs subventions pour pouvoir augmenter celle de l'émergence et de la création. Et c'est votre interprétation, on est en dialogue avec les institutions, c'est aussi comment elles-mêmes sont au service, parce que c'est le rôle d'une institution, d'être une locomotive et d'être au service d'une politique publique, de cet élan pour la création, pour la jeune création, pour l'émergence, et elles l'entendent très bien, et c'est un dialogue fructueux que nous avons. Un mot sur la situation Covid. C'est forcément encore difficile pour les institutions culturelles. Vous avez un peu joué les pompiers pendant les 2 premières années de mandat. Vous avez prévu en 2022 de continuer encore ? Alors, nous continuons avec un dialogue très important avec les structures les plus en difficulté. Aujourd'hui, et je vous le disais à l'instant, toutes nos salles sont à l'équilibre. C'est le cas également de la Halle Tony-Garnier, c'est le cas également du Transborder, qui ont bénéficié là aussi de soutien, que ce soit de la ville, que ce soit de l'État. On a travaillé vraiment en lien avec l'État pour être aux côtés du secteur culturel. Maintenant, on attend de voir ce que donne la saison 2021-22, bien sûr, comment le public va revenir dans les salles à partir de janvier et du 14 février 2022, date où, en effet, le protocole sanitaire se réallège pour les salles de spectacle, notamment celles qui accueillent des spectacles debout. Voilà. Donc, on va voir comment le public revient dans les salles et nous continuerons d'être aux côtés de nos structures, bien sûr. Nous avons parlé beaucoup d'argent, parce que c'est le vote du budget, oui. Mais aussi ce début de mandat qui a été marqué par le Covid, effectivement avec des fonds d'urgence. Mais quelle va être la Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture ? Quelle va être votre marque de fabrique ? Vous serez l'adjointe peut-être moins de rayonnement, mais plus de pratiques culturelles ?
Alors, il ne s'agit pas d'opposer les deux parce que je pense que finalement, les meilleurs ambassadeurs d'une ville sont ses habitants, sont ses artistes et je pense qu'une ville dynamique, forcément, elle va rayonner. On n'a pas besoin de grands plans de rayonnement pour diffuser partout en Europe et même dans le monde. Donc, simplement, en fait, il y a trois grands axes de notre politique culturelle. Premièrement, le soutien à la diffusion. Je parlais tout à l'heure du soutien aux salles. Nous allons le poursuivre. Des travaux ont été votés pour la halle Tony Garnier, pour l'auditorium, avec des améliorations en matière d'acoustique, de confort des habitants. Dans quelques mois, le marché-gare rouvre, la grande salle, enfin la SMAC, scène musique actuelle, rouvre avec un fort investissement de la ville de Lyon, avec une augmentation également du budget de fonctionnement. La ville va soutenir cette SMAC à hauteur de 100 000 €. C'est un niveau qui n'avait jamais été atteint précédemment. Nous lançons des travaux également sur le théâtre Nouvelle Génération, sur Vèze, deux nouveaux appels à projets, théâtre du 8e, théâtre du 3e arrondissement, et puis un nouveau partenariat avec les galeries, parce que je n'oublie pas l'art visuel, et aussi fait inédit, pour la première fois, la ville de Lyon soutient ces salles de cinéma art et essai, que ce soit les salles de cinéma Lumière, que ce soit le Comédia, c'est une nouveauté, ça va être une nouveauté du budget 2022. Donc vous voyez, la diffusion, c'est aussi bien la musique, le théâtre, le cinéma, les arts visuels. Le deuxième axe, c'est la création. Et là également, nous avons des grands chantiers en faveur de la création qui s'ouvrent et qui ont déjà démarré. D'une part, les ateliers de la création chorégraphique, qu'on appelle les ateliers de la danse. Nous sommes en train de sélectionner les équipes qui vont répondre à notre appel d'offres, et donc les travaux vont démarrer. Enfin, on ne prend pas de retard sur les ateliers de création chorégraphique. C'est également notre ville qui vient de rentrer dans le groupe de l'UNESCO Ville mondiale de la création pour les littératures. 40 villes dans le monde font partie de ce groupe-là. Lyon en fait partie désormais, et donc nous allons en effet travailler avec la Villa Gilet et faire au sein de la Villa Gilet un vrai lieu d'accueil, de création de résidences pour des auteurs, des autrices, des illustrateurs également. Donc nous allons travailler également avec le musée de l'imprimerie qui accueille aujourd'hui lui aussi des artistes en création, en résidence, bien sûr notre réseau de bibliothèques municipales. Donc, et puis c'est le nouvel projet sur les scènes découvertes. Les scènes découvertes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des salles avec des petites jauges, mais c'est un accompagnement d'artistes et de compagnies en création. Nous avons 8 scènes découvertes aujourd'hui. Il n'est pas impossible que nous augmentions le nombre de ces scènes découvertes et surtout le soutien de la ville à ces lieux. L'idée, c'est de donner aux artistes, aux jeunes artistes, les moyens de travailler, de créer et surtout de se professionnaliser et de pouvoir vivre de leur création. Et le troisième axe, c'est l'éducation. Un fort volet éducation artistique et culturelle. L'objectif que nous poursuivons avec Grégory Doucet, le maire de Lyon, c'est qu'en 2025, nous ayons pour chaque enfant lyonnais, dans nos écoles publiques, un parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire que chaque enfant puisse bénéficier de temps d'enseignement musical, d'éducation à l'image, d'éducation également aux livres, à l'écrit, avec les bibliothèques municipales. Et en fait, nous voulons nous diriger vers un objectif de ville 100% EAC, c'est-à-dire que tous les petits Lyonnais bénéficient d'éducation artistique et culturelle demain. Alors vous avez développé l'ensemble de votre politique culturelle. On va regarder simplement quelques points dans le détail. La Maison de la Danse, le départ inattendu de Dominique Hervieux, est-ce que ça ouvre une crise? Est-ce que c'est une déception? Alors non, ça n'ouvre pas une crise et c'est pas une déception dans la mesure où c'est la reconnaissance aussi de ce qu'elle a fait à la Maison de la Danse durant ces 10 années. Je pense qu'on ne devient pas comme ça directrice culturelle des Jeux Olympiques. Enfin voilà, donc c'est une très belle mission qui lui est proposée. Je comprends qu'elle l'accepte. Alors évidemment, nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de recruter une nouvelle directrice ou un nouveau directeur pour la Maison de la Danse. Là aussi, nous n'avons pas perdu de temps. Nous avons lancé une démarche de candidature et la ville de Lyon sera aux côtés. Quelques-uns sont positionnés, oui, bien sûr, quelques chorégraphes qu'on connaît bien dans la région, comme Merzouki notamment. Tout à fait, mais c'est normal. Ça pourrait être un bon candidat? C'est un bon candidat. On attend également d'autres candidatures et la ville de Lyon sera aux côtés de la région, aux côtés de l'État, aux côtés de la métropole et aux côtés aussi de la Maison de la Danse, qui est une structure indépendante, puisque c'est une coopérative,
pour réfléchir ensemble à quel est le bon ou la bonne future directeur ou directrice de la Maison de la Danse. C'est normal que cet équipement fasse rêver, c'est un très bel équipement, il est associé également au Biennale et à la Biennale de la Danse, donc je pense que nous aurons de très belles candidatures, et en effet, celle de Mourad Merzouki fait partie des belles candidatures, mais nous verrons le moment venu. Un mot sur la salle Rameau. On se souvient que pendant la campagne, vous étiez assez remonté sur l'attribution de cette salle à la compagnie de Fasbourg. Vous avez même dénoncé un marché pipé, un projet qui ne vous convenait pas. Vous n'avez pas été tenté finalement de changer d'opérateur, puisqu'ils étaient manifestement prêts à se retirer. Finalement, vous les gardez, mais vous baissez l'investissement, vous baissez un peu les ambitions de la rénovation de cette salle, et vous refaites le projet. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est que ils ont réfléchi eux-mêmes sur leur capacité à investir en raison de la crise de la Covid. Donc en effet, ils auraient pu renoncer. Par contre, si c'est la ville qui avait dénoncé sa promesse de bail amphithéotique administratif, nous avons étudié les conséquences. Elles étaient lourdes financièrement pour la ville. Nous savons faire des choix. Nous avions décidé de ne plus faire les ateliers de la danse, par exemple, dont on parlait à l'instant, au sein du musée Guimet, mais plutôt à proximité de la Maison de la Danse. Sur Rameau, il nous a semblé préférable de ne pas dénoncer le bail amphithéotique administratif. Et par contre, à la lumière de la Covid, puisque la compagnie de Falsbourg est venue réécrire son projet, en partie en tout cas, engager le dialogue avec eux et en effet le faire évoluer, non pas sur la rénovation architecturale qui reste de très grande qualité, et on est sur un investissement... coûtera 2 millions d'euros de moins. On est sur un investissement en effet de 12,5 millions d'euros apporté par la compagnie de Falsbourg. En revanche, c'est un projet beaucoup plus ouvert sur la ville, beaucoup plus ouvert sur les acteurs culturels de la ville de Lyon qui auront leur place dans la salle Rameau. Donc en ça, c'est bien plus satisfaisant que le projet en effet initial, avec non pas une grande surface commerciale en rez-de-chaussée qui aurait pu déséquilibrer l'offre, des disquaires, des libraires indépendants, des petits lieux de diffusion aussi, on parlait des scènes découvertes tout à l'heure, mais bien plus un lieu tremplin, un lieu d'accompagnement aussi de compagnies, d'artistes. Donc c'est beaucoup plus satisfaisant en effet dans le contenu du projet, et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons avec la compagnie de Falsbourg. Ouverture septembre 2024. Autre sujet sur lequel nous avons entendu monter au créneau, cette fois de manière assez tonitruante, c'est Fagor Brandt. Vous n'étiez pas content de la décision de la métropole de Lyon d'y installer un tramway. Vous avez même dénoncé un mauvais sort fait à la ville de Lyon dans la concertation. C'est des mots que vous maintenez. Ça s'est arrangé depuis avec la métropole ? C'est-à-dire qu'en effet, nous n'avons pas été suffisamment associés. Et en tout cas, en tant qu'adjointe à la culture, je regrette profondément ne pas avoir été plus sollicitée sur cette décision. Et je continue à penser que ce n'est pas une bonne décision. Maintenant, elle est prise, dont acte. La métropole a entendu certains arguments dans la mesure où, alors que le site devait fermer à partir de fin 2022, il va rester ouvert aux artistes, aux structures comme Nuit Sonore, comme les Biennales jusqu'à fin 2023, ce qui nous laisse 2 ans pour construire des solutions alternatives. C'est déjà mieux qu'une fermeture quasi immédiate. On parle de la Soleil ? Alors, on parle de la Soleil, en effet, sur le secteur Oulin, la Mulatière, mais encore une fois, moi je travaille avec aussi bien l'association des Biennales que Artifarti pour Nuit Sonore, pour garder une partie de ces beaux événements sur la ville de Lyon. Donc aujourd'hui, nous avons plus d'1 an, 1 an et demi pour travailler. C'est ce que nous sommes en train de faire, et je suis satisfaite d'avoir ce nouveau délai qui nous permet d'équilibrer les choses. Et la Soleil, c'est pas fait parce qu'il y avait une inquiétude sur le fait que ça puisse être disponible dès 2024. Alors pour l'instant, là, je dirais que c'est entre les mains de la métropole pour le coup. Dernière question, quelle sera la signature de Nathalie Perrin-Gilbert sur ce mandat ? On sait que vous étiez attaché notamment à la photo, vous imaginiez peut-être la création d'un lieu. Est-ce que vous avez avancé ? Alors nous avançons avec plusieurs partenaires. Nous avançons bien sûr avec l'Institut Lumière qui a un fonds photographique extrêmement important. Nous avançons avec l'Artothèque de la Bibliothèque municipale de Lyon, où là aussi il y a un fonds photographique sous-exploité, mis en valeur. Et nous sommes en train de travailler en effet, mais là j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques mois, sur premièrement un prix
lyonnais de la photographie dès 2023, un prix que je veux national, voire international. Et également la mise en réseau de certains lieux et de certains temps d'exposition dédiés à la photographie contemporaine. Je ne veux pas oublier aussi que nous travaillons avec des galeries. Je pense par exemple à la galerie Le Réverbère, je pense à la galerie Françoise Besson, je pense à la galerie Le Bleu du Ciel. On a aussi tout ce secteur très... ou des galeries comme la galerie Item, ce collectif de photographes reporters. Et donc c'est vraiment un travail en partenariat que nous sommes en train de mener. Et là, la photographie, son année, ça sera 2023. Nathalie Perrin-Gilbert, un dernier mot sur l'élection présidentielle. Vous êtes mis un peu en retrait, vous avez déjà annoncé que vous ne présenterez pas aux législatives. Ouais. Est-ce que vous allez tout de même soutenir un candidat ou participer à la primaire populaire? Alors, je ne me suis pas inscrite en tant qu'électrice à la primaire populaire. Je trouve qu'elle arrive bien tard dans le process. Et à partir du moment où différents candidats ont expliqué qu'ils ne tiendraient pas compte des résultats de ce vote, je n'en vois plus bien l'utilité ni le sens. Et puis, en effet, si c'est votre question, je crois que ça l'est. En tant qu'élue, je ne donnerai pas de parrainage en ce qui me concerne pour cette élection de 2022. En 2017, j'avais donné mon parrainage à Charlotte Marchandise, qui était la candidate justement citoyenne dans ce contexte de 2022. Et vous aviez soutenu Jean-Luc Mélenchon? J'avais soutenu Jean-Luc Mélenchon parce que je pensais que c'était le candidat de la gauche qui pouvait nous éviter le duel Le Pen-Macron, duel que je voulais éviter. Donc c'était un vote de conviction, c'était un vote utile également et je n'ai pas honte de cela. Aujourd'hui, dans l'éparpillement, je n'ai pas de réponse politique satisfaisante. Voilà, donc je continue à mener mon chemin, ma fonction d'élu dans la délégation sur laquelle je suis élue, c'est-à-dire la culture. Et ça m'occupe beaucoup déjà. Et vous estimez que le duel Macron-Le Pen est inévitable? En tout cas, je crois lire que dans les différents articles d'opinion, qu'en effet, on aura un deuxième tour à droite. Et peut-être avec la droite extrême également. Mais en tout cas, un deuxième tour de droite. Nathalie Perrin-Gilbert, je vous remercie. Merci à vous. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.